bienvenue sur l'émission U chez vous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, tous se plaignent du racisme. Au niveau de la diaspora africaine et des afro-descendants, le racisme connaît une évolution assez particulière durant ces dernières années avec tout ce qui se passe dans le monde. On a connu énormément d'événements sur la question du racisme vis-à-vis de la communauté africaine. Et particulièrement ces derniers temps, plus récemment avec la mort de George Floyd aux États-Unis et le décès de Adama Traoré en France. Du coup, il y a eu énormément de débats autour de la question sur les Noirs dans le monde, mais le débat s'est plus centré sur le respect et l'intégration de la communauté africaine dans ces différents continents du monde. Et donc, est-ce qu'il serait mieux de lutter contre le racisme et demander une meilleure intégration des Noirs, de la communauté africaine dans ces différents continents, tout en sachant qu'on n'est pas chez nous, ou il serait préférable pour nous de rentrer, de se réapproprier l'Afrique? C'est sur ces derniers points que nous allons échanger sur la question qui est: est-ce que nous nous battons pour notre intégration et notre respect dans les différents continents, ou on se réapproprie l'Afrique? Oui, mais c'est vrai qu'on a un vrai problème d'accessibilité ou d'accès, disons-le comme ça, à l'information sur ce qui se passe dans les autres continents, si ce n'est que des gens qui sont un peu plus avertis. C'est vrai que nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir parfois accès à ce genre d'informations pour savoir ce qui se fait en Tanzanie, ce qui se fait au Kenya, ce qui se fait aujourd'hui en Éthiopie, par exemple. Mais on voit très bien qu'il y a la majorité des jeunes qui veulent entreprendre, qui n'ont pas cette information-là, qui ne savent par exemple pas qu'ils sont capables de pouvoir créer une holding dans un autre pays et avoir leur structure dans un autre pays pour pouvoir faire la remontée des dividendes. Donc ça, ce sont des informations que la masse ou le commun de mortels n'a pas. Donc, à un moment donné, il y a aussi peut-être ce travail-là pour pouvoir créer des plateformes où on met en avant ce genre d'informations-là pour pouvoir les diffuser à l'ensemble des gens qui veulent justement entreprendre dans ce type de mécanisme. Je pense que c'est aussi une des faiblesses, mais là encore, on va se dire que c'est une responsabilité, à mon humble avis, hein, qui est partagée parce que certes, on a des outils aujourd'hui qui permettent à ce qu'on puisse avoir de l'information, mais on connaît aujourd'hui le taux, par exemple, de pénétration d'Internet sur le continent. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont capables sont capables plutôt de créer dans beaucoup de secteurs, hein, que ce soit dans l'ingénierie, dans les fintech, les biotechnologies et tout ça là. On voit des jeunes qui émergent là-dedans. Mais encore est-il qu'ils disposent de ces informations-là qui leur permettent de pouvoir contourner les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans leur pays, par exemple, d'origine. Si, par exemple, ils sont au Congo et que le cadre des affaires au Congo n'est pas propice au développement de son entreprise ou de sa start-up, qu'ils puissent avoir la possibilité d'aller faire ça ailleurs. Encore est-il qu'ils disposent de l'information. Et par rapport à tout ce que vous avez souligné, pour accompagner ces jeunes, surtout leur productivité, leur créativité, quelles seraient selon vous les mesures incitatives concrètes à rendre possible cet accompagnement ou l'engagement de la diaspora vis-à-vis du processus de développement de l'Afrique? Quelles mesures concrètes vous pourrez mettre? Moi, je voudrais faire deux propositions concrètes. La première, c'est qu'on ne peut pas faire sans les États. Exactement. Donc, on dit aux États, vraiment, faites en sorte que la gouvernance permette, même pour vos familles, pour vos descendants, que vos pays progressent. Mais en marge de ça, je pense que c'est surtout aux entrepreneurs que je voudrais m'adresser. Il faut que les entrepreneurs d'aujourd'hui soient d'abord des citoyens, conscients du fait qu'ils ont une double responsabilité. Et c'est difficile pour eux parce que le taux d'accès au crédit est usurier en Afrique, les taux sont impossibles, c'est quasiment cataclysmique. On dit toujours en Afrique en général, alors que j'aime pas parler globalement du continent comme si c'était un seul pays, on dit toujours si tu n'as pas quelqu'un, tu ne peux pas faire. Et ça doit changer. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de capitaines d'industrie qui justement aient la conscience citoyenne et politique du fait qu'ils doivent compagnonner, ils doivent parrainer d'autres jeunes pour qu'il y ait un équilibre dans la société, pour qu'il y ait une nouvelle génération qui accède au partage. Ça paraît utopiste, mais je sais qu'il y en a qui le font.
Et là où vous avez raison, c'est que comme on ne voit pas ces exemples extraordinaires de réussite, de solidarité, y compris en Afrique centrale, il y a des gens qui font des choses magnifiques. Au Gabon, au Cameroun, au Congo, si je prends le Congo, Kinshasa, c'est le pays le plus puissant de la planète. Tout le monde devrait aller pousser le Congo, on devrait tous être congolais. Tellement il y a de potentialités, si je dis les deux Congos fusionnés, c'est le potentiel le plus important de tout le continent. Donc vraiment, une seule idée, s'il fallait en retenir une de mon point de vue, c'est de fabriquer les nouveaux citoyens qui entreprennent et qui ont conscience que, bon voilà, j'ai créé mon entreprise, je suis à Brazzaville, je suis à Yaoundé. Une partie de ce, je sais que c'est difficile, mais il y a certains qui ont les moyens d'avoir la conscience de se dire, je dois aussi drainer une nouvelle génération qui impacte son réel, qui impacte son écosystème et sa famille. Ça n'est que comme ça, à titre citoyen, à mon avis, hein, en parallèle de l'amélioration du cadre institutionnel et de la gouvernance de nos pays, que l'on pourra accéder à un meilleur équilibre et de partage. Je vais rajouter, je dirais, une politique communautaire assez efficace. En fait, il faudrait qu'on travaille ensemble, qu'on ne se dise pas que juste pour le Congo, juste camerounais, juste ceci, juste cela. On est un continent qui regorge de beaucoup de ressources. Il faudrait qu'on s'unisse, en fait. Que les plus forts, comme on l'a dit bien avant, que les plus forts tirent les plus faibles et qu'il y ait des mesures d'accompagnement réelles. On voit, par exemple, ici en Europe, il y a l'Erasmus, il y a toutes ces conditions pour accompagner les jeunes, mais nous, non. Déjà, notre histoire, on ne la connaît pas. Et on est là, en fait, en train de regarder juste le respect, en fait. Le respect, il se mérite, il ne se demande pas. Il se mérite et on doit travailler dur pour qu'on puisse le mériter, ce respect. On doit travailler pour notre économie. Rien que même, on voit, par exemple, les infrastructures routières n'existent quasiment pas. Je vais encore revenir sur l'Afrique centrale, pardon. On voit qu'en Afrique de l'Ouest, il y a ça, il y a cette communication-là que quand tu es en Côte d'Ivoire, tu peux facilement partir au Ghana, qu'il y a la route et tout, il y a cette libre-échange chez nous. On a l'impression qu'on reste encore sur les slogans. On attend. Dernièrement, j'ai eu un ami qui a fait Douala, Brazzaville. Il a passé 3 jours de route, en fait. Après, je crois qu'il faudrait qu'on regarde tout cet aspect-là, qu'on travaille vraiment ensemble, que le plus fort soutienne le plus faible. Voilà. Oui, alors moi, je voudrais peut-être ajouter peut-être deux petits éléments, notamment sur la question de fiscalité. Alors, donc, nous voyons beaucoup de jeunes. Bon, j'ai aussi mon expérience personnelle. Donc, lorsque nous tentons ou nous essayons d'investir, que ce soit dans notre pays d'origine ou un pays d'à côté, bon, il y a toujours ce côté fiscalité qui est un entrave parce que on voit que souvent, lorsqu'on est jeune ou lorsqu'on vient d'ouvrir quelque chose, même les structures qui sont mises en place nous demandent à payer beaucoup plus de taxes. Je ne sais pas, certains de ces taxes sont je pense, sur le papier et d'autres, il y a même d'autres qui passent par, je vais dire, par la médiocrité de nos systèmes, la corruption et tout cela. Donc, malheureusement, on est toujours appelé, peut-être pas toujours, il ne faut pas que je sois dans l'extrémiste, mais dans beaucoup de cas, dans plusieurs cas, on est demandé à payer beaucoup plus que, alors que alors que l'autre entreprise, parfois, il n'y a même pas de capital, on n'a même pas quelque chose encore du bénéfice et tout. Donc, il est important que euh, nos gouvernants puissent penser. Je pense qu'il y a un pays qui l'a fait. Je pense qu'il y en a plusieurs. Par exemple, le Rwanda, il y a le Maroc. J'ai vécu au Maroc pendant 4 ans. Alors, ce que j'ai observé au Maroc, c'est qu'ils ont une politique d'exonération fiscale. Donc, pour toutes, ça peut dépendre, ça peut varier de 3 ans à 5 ans pour toutes les nouvelles compagnies. Et puis, il y a également des critères de start-up et tout. Si par exemple,
Euh, la compagnie est encore très jeune et tout. La compagnie vient de se créer. Donc, il y a plusieurs mesures d'accompagnement de cette compagnie. Et puis également sur le volet financement. Donc, je trouve que c'est important vu qu'on parle de l'entrepreneuriat, si nous voulons booster le secteur entrepreneurial, il va falloir aussi penser à la fiscalité qui est aussi un gros fardeau pour ces jeunes entrepreneurs qui essaient de se lancer. Donc, il va falloir que la diaspora, il faut qu'il y ait plus de communication, plus d'unité en matière de diaspora, il, et puis plus d'entente, plus de structuration. Bon, on parle que de la diaspora. Est-ce qu'il y a une, une plateforme qui réunit toute la diaspora africaine et puis dans toutes les langues, peut-être l'anglais, français et l'arabe, qui sont là les langues les plus parlées en Afrique, et puis communiquer sur tous ces genres d'opportunités que Amobé vient de nous notifier tout à l'heure. Alors là, ça va déjà créer une base solide pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans peut-être d'autres horizons qui ne sont même pas peut-être leur pays d'origine, mais qui veulent aller ailleurs, mais en Afrique. Voilà. D'accord, merci. Alors, sur ce point, moi je pense qu'il va déjà falloir mettre les bases de quelque chose, c'est-à-dire rappeler un peu ce qu'est la diaspora africaine aujourd'hui dans sa composante engagement sur le continent. Juste rappeler une réalité. Aujourd'hui, les fonds financiers qui sont transférés sur le continent par la diaspora représentent quasiment le double, voire le triple aujourd'hui de l'aide publique au développement aujourd'hui. C'est une réalité. En 2019, c'est à peu près 49 milliards des fonds financiers qui ont été envoyés en Afrique. Ce n'est pas rien. Certes, ces fonds-là sont envoyés pour permettre aux familles, par le biais des membres de la diaspora, de pouvoir pallier aux problèmes aux besoins courants, mais je pense qu'il y a une vraie politique à mener de captivation de ces fonds qui proviennent de la diaspora. Il faut que les États puissent avoir une politique qui soit une politique consistant dans un premier temps à identifier ces membres de la diaspora, les compétences, les expertises dans différents domaines. Et ensuite, il va falloir, à mon humble avis, comme proposition, réussir à conclure des pactes dans des secteurs prioritaires avec cette diaspora-là qui veut investir sur le continent. Je prends le secteur, par exemple, de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur culturel, le secteur de l'agrobusiness. Il va falloir qu'il y ait des mesures spécifiques dans ces secteurs-là, parce que c'est des secteurs qui sont des vecteurs pour l'ensemble des différents secteurs. Lorsque vous avez un système éducatif qui est structuré, qui forme des personnes avec un potentiel capable d'être opérationnel sur le marché de l'emploi, vous gagnez quelque chose, vous pouvez gagner d'autres combats derrière. Donc, il va falloir faire un effort là-dessus. Qu'est-ce que j'entends par des pactes dans des secteurs prioritaires? Il va falloir, par exemple, mettre en place des mesures incitatives. Par exemple, ceux qui veulent, par exemple, rentrer comme des enseignants, qui veulent aller enseigner dans des universités ou dans des lycées ou dans des collèges ou même à l'école primaire, qu'on puisse avoir des mesures d'accompagnement. Par exemple, hein, on peut, par exemple, construire des logements sociaux pour ces gens-là, leur permettre d'avoir la possibilité d'avoir un cadre de travail qui soit acceptable. Ensuite, on peut avoir un système de fiscalité, par exemple, dans les secteurs de l'agrobusiness, dans les nouvelles technologies, parce que c'est un enjeu majeur qui va arriver pour le continent quand on parle de souveraineté. Certes, on parle de souveraineté politique, économique, monétaire, mais la souveraineté numérique va être un problème qui va se poser sur le continent parce qu'on voit très bien qu'il y a une dynamique d'implantation des structures, des grandes entreprises qui sont dans les nouvelles technologies. Donc, ça va poser la problématique des données demain pour le continent. Comment le continent va traiter l'ensemble de ces données, puisqu'on sait aujourd'hui que les données sont devenues le pétrole du 21e siècle. Donc, ensuite, on peut, par exemple, réfléchir sur quelque chose de beaucoup plus simple, c'est-à-dire que réunir, par exemple,
des professionnels en fonction des domaines. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins qui sont des grands spécialistes dans différents secteurs, dans différents établissements, dans différents pays en Occident. Donc, on peut réunir ces chercheurs-là, ces médecins, ces scientifiques autour d'un comité pour réfléchir sur des problématiques liées, par exemple, à des maladies comme le paludisme, l'Ebola, le VIH. Surtout qu'on parle aujourd'hui de Covid, mais on sait très bien quelles sont les maladies aujourd'hui qui sont des obstacles au développement démographique de l'Afrique. C'est le paludisme qui tue plus que le reste. Donc, il va falloir travailler sur ces aspects-là pour pouvoir réunir des gens qui réfléchissent, qui proposent des solutions pratiques pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse résoudre ce genre de problème-là. L'accès à l'éducation et à la culture est central. Aujourd'hui, moi, sur l'aspect culturel, il faut déjà dire que beaucoup de choses sont faites. J'ai quelque chose à l'esprit qui me vient là, c'est qu'à une certaine époque, par exemple dans le cadre musical, on ne faisait que consommer de la R&B américaine. Aujourd'hui, on peut se retrouver à une fête où on peut écouter que des artistes du continent. C'est déjà une victoire pour moi et je pense que c'est un modèle, c'est une voie que les artistes offrent au continent. Et je pense qu'on doit pouvoir dupliquer ce genre de réussite dans les autres secteurs. Voilà un peu moi ce que je peux penser sur les mesures incitatives pour que la diaspora puisse se mobiliser. Et en plus, pour terminer, il va falloir qu'il y ait une politique de cogestion avec les membres de la diaspora parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée entre les membres de la diaspora et certains gouvernants. Il va falloir créer ce lien de confiance pour pouvoir travailler ensemble dans l'intérêt du continent. À l'aune du Covid-19, pensez-vous que l'Afrique doit à tout prix mobiliser sa diaspora pour construire l'Afrique de demain? Le Covid. Qu'est-ce que le Covid nous a laissé voir? C'est que notre service sanitaire a un gros problème, il est quasi inexistant, et notre économie, en fait. On a de très gros problèmes à ce niveau-là. Parce que voir que lorsque les frontières ont été fermées, il y a eu une grande panique. On s'est retrouvé, déjà on se retrouve avec des hôpitaux où il y a quasiment pas de matériel, où le personnel médical n'est pas vraiment formés, ils sont encore restés à certaines étapes encore. Et vraiment, il faudrait que les gens se mobilisent. Déjà, on remarque qu'ici, on a beaucoup de médecins, on a beaucoup de chercheurs. Et si seulement ils pouvaient, comme a dit Larios, pouvaient se réunir en fait. Donc, par rapport à tout ce que disait Larios, il me venait des mots, c'est union et communication. Il faudrait qu'on s'unisse. Donc, que ce soit un Sénégalais, que ce soit un Congolais, un Camerounais, que tout le monde s'unisse pour essayer de voir ce secteur, ce côté sanitaire, voir tout ce qu'il va falloir mettre en place, que ce soit en fait par rapport à l'aide médicale, que ce soit en matière de sécurité sociale, tout ça, comment former tous ceux qui sont restés, tout le personnel médical, comment se mobiliser pour apporter le matériel qui manque, tout ça, comment pouvoir gérer les hôpitaux et également l'économie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on consommait beaucoup. Tout ce qu'on consommait venait en fait de l'extérieur. On a beaucoup de terres cultivables et on ne fait quasiment même pas d'agriculture. Au Congo, par exemple, moins de 10% des terres arables sont occupées en fait. Il reste énormément de choses à faire. Donc, il faudrait qu'on arrive à consommer ce qu'on produit déjà et en plus qu'on arrive à nourrir en fait tous ceux qui sont autour. Nos voisins proches, nos voisins un peu plus proches, qu'on essaie de voir aussi et également le secteur routier, conduire des routes pour faciliter en fait le transfert de tous ces produits. Le Covid a vraiment été révélateur de toutes les failles qu'on peut avoir dans notre routine. Pour ce qui est de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, parce que nous sommes encore là-dedans, certes, comme le dit justement Anne, cette crise sanitaire, elle est révélatrice.
elle est révélatrice de tous ces dysfonctionnements que l'on peut constater aussi bien sur le plan sanitaire que sur le terrain économique. Mais en même temps, pour moi, je pense que cette crise sanitaire est une opportunité. C'est une opportunité pour le continent pour que, on parlait au début de l'Union africaine, des différentes institutions régionales qui doivent prendre conscience du fait que c'est un champ qui est ouvert pour pouvoir implémenter une autre dynamique. Moi, je vois beaucoup d'opportunités parce qu'on a vu comment la diaspora, elle s'est mobilisée d'une manière ou d'une autre. Je reviendrai très rapidement sur le plan culturel. Chapeau à Omobé qui a organisé ce magnifique concert qui a réuni tous ces artistes-là. C'est la preuve vivante qu'il est possible de pouvoir mobiliser tous ces acteurs-là pour implémenter quelque chose pour le continent. Alors, pour ce qui est, par exemple, de la dimension sanitaire, moi, je pense que c'est vrai qu'on est touché par cette crise sanitaire, par ce coronavirus, mais on voit très bien que nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser notre pharmacopée, la médecine traditionnelle africaine. Il va falloir travailler là-dessus, réunir à la fois des chercheurs praticiens et nos médecins et nos chercheurs qui sont dans les plus grandes structures hospitalières, dans des grands centres de recherche à travers le monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse. Il va falloir que l'Union africaine puisse prendre conscience du fait que ce travail-là doit être fait. Réunir tous ces acteurs-là pour concevoir un système sanitaire qui puisse faire face à ce genre de situation-là. Parce que les crises sanitaires, nous allons encore les connaître. Ce n'est pas que ce coronavirus, il y aura d'autres maladies. Il y a déjà des maladies qui existent. C'est une opportunité pour pouvoir réunir des acteurs pour traiter ces maladies existantes. Déjà, j'ai cité tout à l'heure le paludisme, Ebola, et j'en passe. Ensuite, sur la dimension économique, qu'est-ce que cette crise sanitaire nous a montré? Vulnérabilité de notre système économique et qui, dans la majorité des cas, est fondée sur le secteur informel. Le secteur formel n'est pas le moteur de nos différentes économies. Donc, il y a un travail des États que ces États doivent mener sur ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir inciter les différents acteurs qui sont dans l'économie informelle de rentrer dans l'économie formelle parce que ça permet d'avoir un contrôle sur ces acteurs-là. Aujourd'hui, on a plein de gens qui ont perdu leur source de revenus. Je prends un exemple, quand on a décidé d'arrêter les transports en commun, quand on a arrêté, on a fermé les marchés, il y a des mamans qui ne vivent que de ça. Le taximan qui commence sa journée pour pouvoir trouver de quoi nourrir sa famille se retrouve privé de ces ressources-là. Et l'État ne peut pas l'aider parce que n'est pas répertorié dans le fichier national des entreprises ou des entrepreneurs. Donc, il y a des mécanismes à mettre en place là-dessus. Et là aussi, la diaspora peut jouer un rôle. On a beaucoup longtemps parlé de la fuite des cerveaux. La crise sanitaire offre peut-être la possibilité de faire un retour des cerveaux. Moi, pourquoi je pense que la diaspora est un levier incontestable du développement du continent. Parce que cette diaspora-là, elle est formée, elle est qualifiée, elle a l'expertise, elle a les compétences nécessaires, elle connaît le fonctionnement des grandes entreprises dont on parlait tout à l'heure là. Elle côtoie ce monde-là, elle côtoie ce mode de fonctionnement-là. Et donc, ces connaissances-là, ces expertises, ces compétences qu'elle a développées à l'extérieur, elle peut mettre cela au service du continent à une seule et une condition, que l'on puisse lui donner la possibilité de le faire, que l'on puisse, par exemple, imposer, par exemple, à un membre de la diaspora qui veut investir au Congo, au Gabon, en Afrique du Sud, peu importe, de pouvoir le faire en cogestion avec un local. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permet à ce qu'on puisse avoir une dynamique de travail ensemble. Il y a ceux qui sont sur le continent, qui maîtrisent le terrain. Et ceux qui sont à l'extérieur, qui ont la compétence, l'expertise, il va falloir que l'on puisse travailler ensemble pour pouvoir donner une nouvelle dynamique pour le continent. On a une génération qui arrive, qui va être formidable, qui est formée, qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir poser les jalons du développement du continent. Si nous ratons cette opportunité que nous offre
cette crise sanitaire, ça risque d'être compliqué, on risque de repartir sur un cycle encore beaucoup plus complexe. Donc, je pense que c'est ce travail-là qu'il va falloir faire et aussi, par exemple, pour terminer, sur nos ressources naturelles. C'est une puissance, c'est une force, mais il va falloir qu'on arrête de subir cette sortie de nos ressources naturelles sans pourtant les transformer. Il va falloir investir dans l'industrie transformatrice et nous sommes capables de le faire. On peut mettre à contribution ces grandes entreprises multinationales à travers une taxe, par exemple, continentale dans le secteur de l'extraction minière, pétrolière et gazière pour pouvoir financer ces projets-là. Voilà, moi je pense qu'il y a ces différentes possibilités-là qui sont mobilisables et qui peuvent permettre à ce que le continent puisse faire le choix de relever ces différents défis auxquels il est confronté. Alors, ce Covid, en réalité, s'il n'y avait pas mort d'homme, j'allais dire que c'est une bénédiction. Parce que vous avez beaucoup parlé de la Chine tout à l'heure. Si la Chine ne s'était pas repliée sur elle-même, fermée sur elle-même, eh bien, elle ne serait pas devenue la première puissance mondiale. C'est moi, je dis que c'est la première puissance mondiale puisqu'elle est celle qui finance le déficit de celle qui est présumée être la première puissance mondiale. Vous avez vu quel pauvre qui finance le plus riche. Donc, ça veut dire qu'il est plus riche que le plus riche, présumé comme tel, on se comprend. Je veux dire que ce Covid a montré qu'il fallait qu'on repense l'Afrique différemment, que peut-être qu'il fallait restructurer notre gouvernance vraiment à l'échelle continentale et qu'il y a des possibilités endogènes. Un exemple très court, en quelques secondes, il n'y avait pas de masque. On a vu qu'en France, hyperpuissance mondiale, elle était incapable de faire des masques. On a vu que certaines usines en Afrique ont redémarré parce que justement, il ne fallait plus attendre que ça vienne de Chine. Donc vraiment, s'il n'y avait pas mort d'homme, cette pandémie a été une bénédiction pour repenser à la fois notre économie, mais notre écologie, nos animaux. On a des éléphants qu'on massacre, c'est notre patrimoine. Il faut qu'on repense notre bien-être, notre solidarité et notre citoyenneté africaine. Oui, donc pour moi, je dirais que je suis complètement d'accord avec Amobé. Et puis, je dirais comme les Chinois, dans la culture chinoise, le terme crise équivaut au mot, je pense, le caractère crise équivaut au mot opportunité. Donc, il faut savoir que cette crise nous apporte beaucoup d'opportunités, exactement comme Amobé vient de le souligner. S'il n'y avait pas mort d'homme, alors ce serait une bénédiction. Je pense d'ailleurs que c'est quand même une bénédiction dans ce sens que ça nous permet de voir en quoi nous sommes capables. Aujourd'hui, on a pu vivre 4 mois ou un peu plus, voilà, avec ce que nous avons. Et aujourd'hui, beaucoup des entreprises ont pu se réorienter euh, euh, leurs activités vers la production de masques. Et puis, il y a eu beaucoup de startups qui se sont créées au sein du continent, ce qui est d'ailleurs énorme. Alors maintenant, ce qu'il faut juste souligner vis-à-vis de cette pandémie, c'est que voilà, pour moi, j'ai même écrit un article qui a été publié par une agence canadienne d'intelligence. Je l'ai intitulé COVID-19 ou dernier appel à la bonne gouvernance en Afrique. Donc, pour moi, je pense que c'est donc la dernière sonnette d'alarme pour que l'Afrique, pour que nos dirigeants puissent mieux gérer notre continent. Et puis, déjà là, ça commence tout de suite par la prise de conscience, tout de suite aussi par donc, la diversification de l'économie. On a vu que il y a beaucoup de ces pays-là pour qui les pays comme l'Angola, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, leur économie dépend considérablement des ressources minérales, dans le pétrole, qui représente une part considérable du produit intérieur brut. Donc, par conséquent, il est essentiel de diversifier davantage les économies africaines en investissant et en soutenant les petites entreprises, genre les startups, dans l'agriculture, le tourisme, l'industrie liée à la technologie, etc. Donc, je devrais dire que l'Afrique, pour sa part, doit tirer en tout cas les leçons de cette crise pour que nous puissions améliorer tout ce qui est comme les infrastructures de base liées à l'efficacité, en tout cas de la production de tout ce qui est agriculture et tout, afin que lorsque, afin que même à l'après crise, nous puissions faire face donc à la sécurité alimentaire en Afrique aujourd'hui. Donc, il est crucial que l'Afrique profite de l'ère du numérique également pour faire progresser les productions
les services dans le secteur agricole. Bon, les technologies aujourd'hui, voilà, on voit qu'il y a bel et bien beaucoup des initiatives qui sont prises dans ce sens. Donc, mais euh, il, il faut des mesures d'accompagnement. Il faut un cadre juridique bien déterminé. Il faut que nos gouvernants se réveillent et il faut aussi que le peuple se réveille. Il faut que la diaspora se réveille parce qu'il est grand temps que nous puissions, en tout cas, je pense, revenir, penser l'Afrique, mais pas seulement penser, mais plutôt agir pour que notre continent puisse, en tout cas, euh, se développer. Comment imaginez-vous l'Afrique dans les 10-20 ans qui viennent? Quelle est votre vision de l'Afrique? Vous savez, moi, je suis un féru d'histoire et je dis toujours aux gens que l'apogée des civilisations est cyclique. Qui aurait pu penser que la Grèce antique allait être le dernier pays d'Europe ou l'un des tout derniers? Qui aurait pu le penser? L'Afrique, c'est l'Égypte antique, c'est le Soudan, c'est Monomotapa, c'est Kouch, c'est des grands royaumes, des grands empires, c'est Carthage, c'est tous toutes ces pépites de l'histoire et qui ont rayonné pendant des millénaires. Ensuite, il y a eu la chute de l'Afrique, il y a eu la déportation, il y a eu le partage de l'Afrique à la conférence de Berlin. Et là, je pense qu'avec cette nouvelle révolution numérique, eh bien, c'est la renaissance de l'Afrique. C'est la première fois qu'une génération peut avoir les leviers de conscience sur la refondation d'une Afrique. On a parlé du racisme tout à l'heure. Qui pouvait penser à l'époque où on lynchait les gens? Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson Strange Fruit, hein, de Billie Holiday, où on voit des gens qu'on pend sur des arbres. C'était impossible de toiser un blanc et de le regarder yeux dans yeux. Aujourd'hui, les gens sont décomplexés dans tous les sens du terme, les extrémismes partout. Et je pense que aujourd'hui, la génération, la vôtre, celle qui viendra après vous, c'est celle qui va reprendre le lead de sa propre détermination, de son autodétermination. Moi, je reste très positif parce qu'avec tout ce que l'Afrique a traversé, avec tout ce que l'Afrique a eu à subir, l'Afrique est toujours debout. Maintenant, on est à un carrefour où il y a une génération de politiques qui ont des attitudes irresponsables. Et ça ne passera plus parce qu'aujourd'hui, une fois de plus, grâce au téléphone portable, grâce à Internet, ça c'est la priorité. Il faudrait qu'Internet soit accessible, le haut débit partout. Parce que sur Internet, on y trouve le meilleur comme le pire, mais on y trouve aussi le meilleur. On peut s'éduquer, on peut écouter de la musique, on peut créer des activités génératrices de revenus, impacter bref, l'écosystème se passera beaucoup sur Internet pour le digital avec un impact sur le réel. Donc moi, l'Afrique, telle que je la vois dans les 10 ans, c'est une Afrique avec la moitié des pays minimum qui aura une gouvernance apaisée et une gouvernance de transition et qui va faire un effet d'enchaînement sur les autres nations. Il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas non plus simplement montrer ce qui ne va pas. Il faut aussi évoquer ce qui va bien. Il y a une bonne quinzaine de pays qui connaissent quand même l'alternance sur le continent. Je pense que ce chiffre va monter et qu'on va dépasser la moitié et qu'un jour, ce sera les 3/4 parce que c'est le continent de tous les possibles et c'est un continent paradisiaque. Simplement, il faudrait que tout le monde en profite à équité, à égalité, quelle que soit la nature, le rang social, que l'on soit fort ou puissant, et bien que l'on accède justement à la jouissance des fruits de ce continent. L'espoir. Et comme l'a dit Amoubé tout à l'heure, très positive. Je pense que les choses évoluent vraiment dans ce sens-là. Et on va faire qu'aller en accroissant, ça va faire que ça croît et on a l'espoir. On a déjà tout ce qu'il faut. On a toutes les ressources qu'il faut. On a la main-d'œuvre qui est là, qui est jeune, qui est forte. On a les ressources minières également qui sont là. Et on ne peut qu'aller de l'avant. Et on a cette diaspora, en fait, qui est là à l'extérieur, en train de prendre toutes les connaissances et qui va la ramener en même temps. Mais toujours garder ce pied-là entre cet extérieur, l'Occident, l'Amérique et tout, et le continent. Et c'est comme ça, tous ensemble, unis, qu'on ira de l'avant.
moi, je garde espoir. Vous imaginez bien, si nous, notre génération, on n'est pas optimiste, c'est que ça devient grave. Je suis assez optimiste pour le continent, pour les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, parce que je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir arrêter de penser le court terme. Il va falloir penser les choses sur le long terme. Il va falloir accepter une réalité, c'est qu'on ne peut plus rester dans une vision de l'immédiateté. Il y a un travail énorme à faire, il y a des potentialités, mais il va falloir transformer ces potentialités en réalité. C'est bien d'avoir de l'espoir, j'ai de l'espoir, je suis optimiste, mais je suis à la fois lucide. Je suis réaliste sur les réalités que l'on retrouve sur le continent. Il y a des avancées considérables qui devront être faites. Il va falloir que la bonne gouvernance puisse devenir le principe. Il va falloir qu'on puisse penser cette bonne gouvernance. Certes, on veut aspirer à la démocratie, mais il va falloir qu'on puisse penser cette démocratie-là. Parce qu'une fois qu'on a eu à conquérir cette démocratie, on voit très bien que dans les grandes démocraties, on assiste à un essoufflement de cette démocratie. Donc, nous devons anticiper ces réalités-là. Nous n'avons pas besoin de faire le tour des années que, par exemple, certains pays comme la Chine ont eu à faire pour pouvoir être ce qu'elle est aujourd'hui. On a des possibilités énormes que nous offrent aujourd'hui les nouvelles technologies. Il va falloir orienter ces nouvelles technologies dans des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Il y a, je pense comme cela, à l'éducation, parce que si nous ne mettons pas le paquet sur notre système éducatif, on aura beau avoir de l'espoir, mais on n'aura pas la possibilité de former des citoyens conscients des enjeux du monde, conscients des défis à relever. Il va falloir investir sur la culture. Pour moi, j'ai toujours lié l'éducation et la culture, parce que pour moi, la culture, c'est ce magnifique pan qu'il y a un peuple avec son histoire, avec ses réalités, avec tout son patrimoine. Donc, il va falloir investir dans ces secteurs-là. Il va falloir accompagner les jeunes. On est en train de parler d'un continent qui, en termes de population, est un continent très jeune. D'ici là, on va franchir le cap de plusieurs milliards d'habitants sur le continent. Donc, certes, il faut beaucoup d'espoir. Il va falloir réussir ce virage-là, qui est crucial. Et il faut que tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, c'est-à-dire les gouvernants, qui puissent prendre conscience d'une chose, c'est qu'ils vont partir, qu'ils vont laisser ce continent-là entre les mains des jeunes et qu'ils ne peuvent pas le laisser dans cet état honteux, pour reprendre l'expression d'un écrivain congolais, je citais Sonny Labutansi. Il va falloir aussi à un moment donné que les citoyens, que ce soit ceux qui sont sur le territoire, que ceux qui sont dans la diaspora, puissent s'impliquer davantage. Pour moi, s'impliquer davantage, ce n'est pas que dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait un engagement politique, mais politique avec la conscience des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Il faut qu'il y ait un engagement citoyen, parce que tant qu'on n'a pas une responsabilité individuelle, il est difficile d'implémenter une responsabilité collective. Et ensuite, il y a cette construction des États afin de penser ce panafricanisme ou ces États-Unis d'Afrique dont beaucoup de gens ont parlé. Il faut que les États se structurent, deviennent des États forts, et il faut qu'on arrête un peu avec les pratiques qui sont d'un ancien âge, en fait. Quand on voit les pratiques de corruption, des gouvernants qui achètent des palais, des villas dans d'autres pays, au lieu d'investir ces moyens-là dans leur propre pays. C'est par là que ça va se passer. Il va falloir maintenant une vraie politique pour pouvoir rapatrier tous ces fonds qui traînent sur d'autres continents, alors que ça devait profiter à notre continent. Donc pour moi, c'est là que ça va se jouer, ce travail-là. Et il va falloir qu'on puisse avoir une vision collective, que l'on construise des ponts, des liens qui nous permettent de pouvoir mener à bien ce projet-là. C'est possible. Ça me fait penser à Felwine Sarr, cette Afrotopia qui est une utopie active, hein, pour pouvoir, disait-il, débusquer dans le réel africain les vastes champs du possible et les féconder. Donc, il va falloir les débusquer et pouvoir les féconder. Et ça, c'est possible. On a une génération capable de pouvoir le faire, mais encore est-il que le travail de fond soit fait et que ça soit fait avec une vision sur le long terme et non sur le court terme. Voilà moi ce que je peux dire là-dessus. Espoir, optimisme, mais beaucoup de lucidité et beaucoup de rigueur. D'accord, merci. Et Mansi, quelle est ta vision?
Alors, je regarde l'avenir avec oui, beaucoup d'optimisme. Bon, déjà, je pense que je vais m'allier à Larios également. Je pense que si on n'a pas d'optimisme, on ne peut pas se créer déjà dans notre tête, on ne peut pas s'imaginer un monde meilleur, une Afrique meilleure. Je pense que déjà, mais ça ne s'arrête pas là, mais ça doit être suivi par des actions. Et puis, je pense pour l'Afrique à l'horizon 2020, donc pas l'horizon 2020, mais dans 20 ans, pardon, ou l'horizon peut-être 2040 alors, ou 2050 peut-être pour aller un peu plus loin, je vois que, par exemple, l'Union africaine, ils ont adopté des stratégies pour que nous puissions atteindre l'Afrique que nous voulons, l'Afrique que nous tous nous rêvons. En 2020, ils ont énuméré beaucoup des objectifs et je pense que ça va aussi dans le sens des objectifs des Nations Unies pour beaucoup de pays en voie de développement, pour tous les continents. Je pense que la vision de l'Union africaine, ça va même jusqu'en 2060. Mais personnellement, 1963. oui, 2063, n'est-ce pas? Exactement, l'agenda 2063. L'agenda 2063, exactement. Donc, pour moi, je trouve que c'est déjà un outil que nous pouvons, c'est comme une montre que nous allons à chaque instant se référer pour voir est-ce qu'on est à l'heure, est-ce que tout se passe bien, est-ce que les actions des gouvernements sont en train de rimer avec ce qui a été prescrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais pour ma part, je trouve que déjà avec le corona, il va venir accélérer beaucoup de choses. Le corona vient d'accélérer la prise de conscience et il reste à la jeunesse déjà de pouvoir de pouvoir s'orienter vers l'entrepreneuriat parce que on a vu que l'entrepreneuriat va faire beaucoup c'est notre issue, en tout cas c'est l'issue que moi je trouve que l'Afrique peut mieux s'en sortir si la jeunesse est beaucoup plus ancrée dans l'entrepreneuriat. Et après, il y a le volet technologique qui est là avec le boom du numérique aujourd'hui. Ce sont déjà des éléments qui vont permettre à ce que l'Afrique va se développer, va se dégager. Mais après, quand j'ai parlé tout à l'heure de diversification de l'économie, il ne faut pas seulement penser à l'exportation des ressources que nous avons, mais il faut penser à la transformation. Donc, aujourd'hui, je pense un autre domaine qui est non négligeable, c'est le tourisme de l'Afrique. Je vois le tourisme en Afrique être développé, en tout cas dans 20-30 ans, et l'Afrique va être le centre, même la meilleure destination dans le monde en ce qui concerne le tourisme. Et nous regorgeons beaucoup de sites touristiques nous devons les mettre en valeur. On voit beaucoup de gens, beaucoup de ces jeunes qui essaient de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le tourisme, pour montrer encore ce que nous avons. Bon, c'est vrai que l'Afrique, ce n'est pas seulement les animaux. L'Afrique, ce n'est pas seulement les montagnes, euh, tout ce qu'il y a de beaux paysages, mais l'Afrique doit être aussi une terre de cerveau. Donc, on doit, si nous rêvons d'une Afrique meilleure dans 20 ans, 30 ans, il va falloir travailler sur l'éducation. Donc, et l'éducation, il va falloir mettre des bases, que ce soit, parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif, en tout cas, je vais rejoindre Larius je pense qu'on a déjà eu beaucoup de discussions là-dessus sur le volet éducation et identité. Nous devons transformer l'identité. Nous devons même changer notre système éducatif, que ce soit reformer tout le système, que ce soit les cours que nous donnons à nos enfants quand ils sont nés. Parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif est orienté vers l'Occident. Donc, imaginez-vous, moi, je pense en cinquième, allez, je devais apprendre la crise sino-japonaise. Je pense quatrième ou cinquième, si je ne me trompe pas. Alors qu'il y a bel et bien des choses, il y a bel et bien des valeurs qui doivent être incluses aux jeunes, que ce soit les valeurs identitaires, les valeurs de l'africanisme, les valeurs de... bon, ce n'est pas pour aller
dans le volet très extrême du patriotisme, mais ces valeurs qui vont donner aux jeunes l'amour du continent, l'amour de l'Afrique. Nous devons parler aussi de nos leaders. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois la jeunesse manque de repères. La jeunesse, on n'a pas des héros que nous, la jeunesse africaine, nous pouvons s'identifier. La plupart de nos héros sont des héros politiques. Il nous manque, là, je vois beaucoup plus le monde francophone. On est limité vers le côté politique. Les héros, mais il nous manque plus d'héros, que ce soit en économie, les gens, les success stories, les gens sur qui on peut s'appuyer pour que nous puissions avoir un rêve, pour que les gens puissent se construire leur propre idéal en étant enfant. Ah, moi, en grandissant, je vais devenir comme cet homme parce que je m'identifie à lui. Il est noir comme moi, il est africain comme moi, il a fait ceci, il a osé. Nous devons plus s'accentuer sur ces choses-là au lieu de faire la communication des héros des autres pays. Donc, et là, le travail de toi, Ouché, ça sera très déterminant parce que aujourd'hui, avec cette plateforme, tu essaies de réunir tous ces jeunes, toutes ces personnes-là qui ont des idées, en tout cas qui apportent de la lumière sur ces choses-là. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent s'identifier à des héros ou à des personnes euh, euh, africaines, en tout cas à des Africains qui ont réussi et qui ont quelque chose. On a tellement à apprendre. Donc, c'est important que nous aussi, ceux qui ont appris, que ce soit à l'étranger ou nous qui avons l'expérience ou l'expertise dans un domaine donné, qu'on puisse être prêt à donner, à former les jeunes, même à titre bénévole. Moi, je le fais, j'organise des, des séances de Zoom et tout avec des jeunes. Je fais le mentorship, donc avec beaucoup de jeunes, pas seulement congolais, mais beaucoup de jeunes en Afrique. Je crée un réseau, on se forme dans beaucoup de choses et c'est important. Il faut qu'il y ait plus de multiplication de ce genre d'initiatives afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Mais l'avenir est meilleur. Je vois que l'Afrique va se relever. Une petite observation sur un point sur lequel on n'a pas beaucoup, qu'on n'a pas évoqué sur l'avenir du continent, dont personnellement je pense que ça va se jouer aussi là, c'est la dynamique féminine. Il va falloir que l'on sorte un peu de l'effet de mode féministe pur et dur. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis plutôt dans l'idée qu'aujourd'hui, les femmes constitueront un vecteur essentiel par lequel passera le développement réel du continent. Et donc, il va falloir avoir des politiques rigoureuses, sérieuses, qui permettent à ce qu'on puisse intégrer mais réellement la femme dans le processus de développement. N'oublions pas que ce sont les femmes qui sont les premières, surtout sur le continent, à éduquer nos enfants. Elles ont quelque chose d'extraordinaire, elles ont cette intuition, ce sixième sens qui a manqué beaucoup à la sphère décisionnelle de notre continent. Et je pense qu'il va falloir compter là-dessus, il va falloir les intégrer réellement dans l'ensemble du processus et que ça ne soit pas juste un effet de mode qu'on les donne un peu les quotas des places. Non, 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 il va falloir les intégrer réellement dans la sphère décisionnelle pour qu'elles puissent apporter leur vision, leur expertise et qui sait peut-être puisque nous avons essayé avec l'ancien logiciel des hommes, ça ne donne pas. Mais je pense que cette cogestion entre cette partie de notre population qui est sous-exploitée. Je pense que c'est vraiment sous-exploité. Il va falloir penser aux jeunes filles qui arrêtent les études parce qu'ils ont eu une grossesse très jeune. Donc, il va falloir mettre en place des politiques pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir des femmes qui soient des ingénieurs dans tous les domaines d'activité sur le continent, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les biotechnologies, que ce soit dans les mathématiques, les sciences, la philosophie. Tout doit permettre à ce que ces femmes intègrent ce processus-là.
C'est par là aussi que passera le salut de l'Afrique. Si nous voulons vraiment poser ces bases-là et aborder ce nouveau virage avec beaucoup de sérénité et beaucoup de possibilités. Et pour terminer très rapidement, c'est vrai que l'entrepreneuriat est une vraie voie qui nous permettra justement de créer des emplois, mais je pense aussi fondamentalement, il ne faut pas que les jeunes se désengagent sur la sphère politique parce que c'est là que se prennent les décisions qui orientent la vie d'une nation et d'un continent. Il faut que les jeunes s'engagent, mais avec beaucoup de crédibilité et avec un autre logiciel que ceux de nos aînés. Il va falloir qu'ils rentrent dans ces sphères décisionnelles pour pouvoir donner leur vision du monde, de l'Afrique et cette possibilité de travailler avec les autres continents. Voilà ce que je pouvais ajouter sur ce point, sur ce que peut être l'Afrique de demain. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci pour votre temps. Merci. Merci à toi. Allez, ciao, ciao tout le monde. Salut tout le Merci monde. beaucoup. Bye.